bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes petits bibliothécaires, j'espère que vous allez bien comme toujours. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que je vous emmène en voyage aujourd'hui? Plus précisément, je vous emmène en Iran. Est-ce que ça vous dirait de venir avec moi? Je sais que ce n'est pas le premier pays auquel on pense quand on parle de voyage, mais si je vous emmène en Iran aujourd'hui, c'est vous parler d'une célèbre ville fantôme qui est dans ce pays et qui est très intéressante à mon avis à visiter si jamais un jour vous souhaitez voyager là-bas. Mais avant toute chose, vous savez le petit rituel, je vous conseille de vous installer bien confortablement, de vous prendre une petite boisson, peut-être quelques friandises si vous êtes gourmand. Et je crois maintenant que nous allons pouvoir commencer la vidéo. Si vous êtes prêts, partons donc en Iran et plus précisément dans le village fantôme de Karanak. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement, je le prononce juste de la façon dont il est écrit. Donc je suis désolée s'il y en a qui parlent cette langue et que je déforme le nom, veuillez m'en excuser. Donc Karanak signifie lieu de naissance du soleil. C'est un village abandonné maintenant et en ruine qui se trouve près de la ville d'Ardakan, elle-même qui se situe dans la province de Yazd en Iran. Pour être plus précise, Karanak se situe à 85 km à peu près au nord de la ville de Yazd. C'est un village qui se compose en deux parties. On a une partie ancienne qui au niveau de la construction, elle sera plus des habitations en briques de terre crues et de grandes collections d'adobes. On va avoir certains bâtiments qui sont supposés même avoir plus de 1000 ans. Sachez que apparemment ce site aurait été déjà occupé il y a plus même de 4000 ans. Dites-vous qu'il n'y a pas si longtemps encore, entre guillemets, il y avait encore des gens qui y vivaient. C'était il y a quelques décennies. Aujourd'hui, cette partie est abandonnée et tombe en ruine et c'est de cette partie dont je vais vous parler. Sachant que les habitants qui vivaient encore dans cette partie ancienne sont partis dans un autre village qui était près de Karanak. On dit même que l'imam Reza aurait visité le village de Karanak quand il était encore dans toute sa superbe, si l'on peut dire. De quoi vivait ce village principalement? En fait, c'était surtout un village agricole et apparemment assez prospère. Ce qui a posé problème, c'est qu'il y a un moment, il y a eu un problème avec l'eau. Celle-ci n'arrivait plus à destination. Elle s'est donc tarie et n'ayant plus d'eau, ils ne pouvaient plus se servir de l'agriculture. Et donc les habitants ont décidé de partir et ils ont laissé donc la ville tomber en ruine au fil des années. Ils se sont retrouvés dans une toute nouvelle ville qui a été construite à moins de 2 km de cette ancienne ville qui, elle, a de l'eau et de l'électricité qui est fournie par le gouvernement. Au départ, il y a quelques personnes âgées qui ont refusé de quitter Karanak. Ils voulaient continuer de vivre même parmi les ruines. Mais la majorité des habitants ont préféré quand même déménager dans cette nouvelle ville à 2 km de là. C'était quand même mieux et surtout qu'ils avaient l'eau et l'électricité. S'ils voulaient encore essayer de lancer de l'agriculture, ça aurait été plus simple pour eux. Si vous partez visiter la ville de Karanak, sachez qu'il y a des lieux qui sont un peu incontournables. D'ailleurs, faites attention, comme celle-ci tombe en ruine, n'essayez pas de vous amuser à essayer de monter dans les étages, même s'il reste certains morceaux, ou de rentrer trop dans les habitations ou certains lieux. Le problème, c'est comme c'est des ruines, ça peut s'effondrer à tout moment en quelque sorte. Donc c'est quelque chose dont il faut faire attention. Si vous y allez durant un voyage guidé, vous pourrez aller visiter par exemple un des monuments très connus de Karanak qui est son château. C'était, et c'est encore aujourd'hui pour ceux qui visitent la ville fantôme, l'attraction la plus importante de ce village. C'est un monument historique de très grande valeur. Sa superficie est environ 1 hectare et il est connu comme étant l'un des plus gros châteaux résidentiels ruraux de la province de Yazd. Au niveau de ses fortifications, celles-ci remontent à l'époque sassanide, c'est-à-dire il y a environ 1800 ans.
On y aurait même trouvé des signes de vie qui dateraient de plus de 4500 ans. Parmi les caractéristiques qui sont très importantes au niveau de la construction de ce château, vous avez notamment une trame dense de l'édifice, vous avez un passage couvert assez étroit et une utilisation de matériaux d'échange thermique et aussi une adaptation aux conditions environnementales. La clôture qui entoure ce château délimite une zone qui normalement était bien sécurisée. Cette clôture ainsi que les tours, c'était quelque chose en plus pour la force défensive et pour la sécurité du château en lui-même. Le château compte 6 tours de guet, avec une tour au nord, une tour au sud-ouest du château, et 4 autres tours dans la partie ouest qui, elles, sont directement reliées au corps du château. Quand vous entrez dans le château de Carnac, vous avez l'impression de vous perdre à tout moment. Parce qu'en fait, il est construit de telle manière que les chemins sont assez étroits. Et il y a beaucoup d'arcades, de passages très étroits, de petites ruelles qui sont typiques vraiment de ce château. C'était pas juste pour embêter les habitants. Si ça a été construit ainsi, c'était surtout bénéfique pour la cité. Enfin, c'était bénéfique pour le village puisque ça permettait de surprendre les voleurs ou les bandits un peu plus rapidement, vu que c'était tellement étroit qu'ils ne pouvaient pas aller n'importe où. Et donc cela les ralentissait parce qu'ils devaient choisir un chemin. Et si on se séparait, que chacun allait à un chemin différent, on avait plus de chances de les attraper, tout simplement. Et en ce qui concerne la partie inférieure des maisons du château, il y a une caractéristique, c'est qu'elles n'ont ni porte ni fenêtre qui donnent à l'extérieur du château. Car oui, le château n'est pas juste un château en soi, comme vous pouvez imaginer certains châteaux où c'est juste un monument. Non, là, il y a le château et il y a 80 maisons en plus, donc avec le château. Et la plupart de celles-ci ont 2 à 3 étages. Chacune d'elles ont été construites de façon à ce qu'elles soient conformes aux capacités économiques et au statut social des habitants qui allaient vivre à l'intérieur. Les murs étaient en briques et en terre, les toits formaient un dôme, et on utilisait des poutres en fibre, en bois ou en chaume, selon, là encore, les moyens des habitants. En ce qui concerne le sol, on utilisait un mélange de terre et de chaux pour niveler celui-ci, du mortier de paille, et pour recouvrir les surfaces extérieures des bâtiments, là c'était plutôt du plâtre pour décorer les murs des pièces, des couloirs et des porches. Contrairement aux maisons qui généralement sont construites dans les climats chauds, la plupart de ces maisons donc, qui étaient au château n'avaient pas de cour, juste quelques-unes d'entre elles. Et en ce qui concerne le sous-sol, lui, il était plutôt utilisé pour garder tout ce qui était bétail, volaille. Et dans certaines maisons, le sous-sol servait également à stocker fourrage et grains pour les animaux. Il n'y avait pas de communication possible entre les maisons entre elles. Si vous voulez, il n'y avait pas d'accès d'une maison à une autre. Si vous vouliez aller d'une maison à une autre, il fallait passer par des passages à l'intérieur du château. Un autre monument très connu qu'il ne faut pas louper si vous allez à Carnac, c'est son minaret. D'abord, tout simplement parce qu'il est très beau. Il y a une construction qui remonte au XVIIe siècle. Mais vous allez voir, il a une petite particularité. Pourquoi je vous conseille d'y aller? Hormis la beauté dont je viens de vous parler, sachez que ce minaret, c'est l'un des 3 minarets mobiles d'Iran. Et il a été conçu à l'époque seldjoukide. Il fait partie des œuvres qui sont enregistrées au niveau national de l'Iran. Ce minaret a été construit d'une manière spéciale, puisque ce minaret a été construit pour qu'il puisse être déplacé. On peut également le secouer si on appuie légèrement sur sa partie supérieure. Au total, il possède 3 étages qui sont reliés entre eux par des escaliers en colimaçon. Si vous voulez monter ou descendre les escaliers, vous avez 2 couloirs séparés. Mais sachez que la largeur de l'escalier en colimaçon, il va commencer à 70 cm. Et quand vous montez au fur et à mesure, la largeur va diminuer et au final, vous serez sur une largeur de 40 cm. Celui-ci est entièrement fait d'argile, donc ce qui en fait le seul minaret au monde fait avec de l'argile. Il s'élève sur une hauteur de 15 mètres. Et si vous y montez, croyez-moi, vous vivrez la plus impressionnante montée d'adrénaline de votre vie. Car, comme je vous l'ai dit, celui-ci peut bouger. Donc lorsque vous montez, vous pouvez sentir comme une sorte de petit tangage qui n'est pas des plus rassurants, vous serez d'accord avec moi.
Enfin, moi, je sais que j'aurais l'adrénaline qui monterait à fond si je montais dans un bâtiment et que celui-ci bouge en même temps. Ça, c'est clair et net. Et puis, vous avez aussi quelques monuments historiques assez importants qui restent encore, malgré tout, toutes les ruines qui sont autour. Vous avez notamment la salle de bain de Karanak, qui est composée de 2 parties, une grande et une petite. Ce sont en fait 2 salles de bain qui ont toutes simplement les composantes des salles de bain iraniennes. L'une de ses principales caractéristiques, c'est la conception raisonnée qui a été faite. Et elle est aussi habile en ce qui concerne le système d'entrée et de sortie d'eau. Et aussi pour les égouts, dont on a fait une utilisation optimale des ressources en eau. Cette salle de bain est construite de manière à ce que l'eau des kanates, donc les canaux souterrains, soit facilement dirigée. Vous avez aussi le caravansérail de Shahzadeh, qui apparemment était une princesse. Ce caravansérail a été construit sous les ordres de Mohammad Wali Mriza, qui est la progéniture de Fath Ali Shah et qui se trouve en bordure de Karanak. Ce caravansérail est fortifié et il possède des écuries pour les bêtes de somme, des aires de stockage et des chambres pour les voyageurs de passage. Près de son cimetière, vous avez une épigraphe inscrite en 585. Il y a un grand nombre de pièces et d'arcs dans ce caravansérail et ça prouve que Karanak était un endroit assez animé où il y avait beaucoup de voyageurs qui venaient y séjourner. Vous avez une cour au centre et il est entouré de pièces. Aujourd'hui, il est encore utilisé puisque sachez que si vous y allez en tant que touriste, vous pouvez réserver des chambres et passer la nuit au caravansérail du village de Karanak. Vous avez la grande mosquée et Hosseinieh. Ces 2 bâtiments datent de la dynastie Kadjar et ils sont attachés ensemble et ils sont situés au centre du vieux château fort de Karanak. Les matériaux qui ont été utilisés donc pour la construction de ces bâtiments sont faits de boue et de roches et dans certaines parties du minaret de Hosseinieh, on a utilisé des briques. Vous avez aussi le Habhambar qui est attribué au Shah Abbas Safavid et vous avez un pont et un aqueduc. J'y reviens dans 2 secondes puisque finalement vous pouvez aussi voir à Karanak le tombeau de Baba Kadem qui est placé au milieu des champs de Karanak. Pourquoi je tiens à vous parler d'un pont et d'un aqueduc? Vous vous direz, nous on connaît bien ça, il n'y a rien de très impressionnant là-dedans. Mais en fait c'est très intéressant en Iran d'aller voir ce pont et cet aqueduc. Il se trouve dans la vallée de l'ancien village. Et sachez d'ailleurs que l'aqueduc est encore en usage. Il est assez complexe et fascinant pour l'époque. Le pont, quant à lui, il a un certain charme, même s'il s'agit d'un ancien pont. Il fait 40 mètres de long, 1,5 mètre de largeur et 7,5 mètres de hauteur. Ce qui fait qu'il est haut et étroit à la fois. Vous pouvez le traverser en toute sécurité. Vous pouvez même faire un aller-retour si vous voulez, si vous avez envie de regarder le paysage aux alentours. Vous n'avez aucun risque. Il est très solide, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi il est important que je le mentionne? C'est tout simplement que parmi tous les villages donc, de cette province de Yazd, en Iran, Karanak, c'est le seul village qui possède un pont. Cependant, il y a quand même pas mal de mythes et d'histoires qui entourent ce pont, car ça n'a jamais été vraiment un passage qu'utilisaient les animaux ou le bétail. On pense, après avoir étudié, que ce pont était là juste pour transférer l'eau de la rivière saisonnière vers les fermes, ou pour agir comme une sorte de barrage. Tout simplement pour essayer d'éviter une pénurie d'eau dans le village, tout simplement. Vous avez encore quelques petites choses aussi qui peuvent vous intéresser au village de Karanak, comme par exemple le siphon en pierre et en béton, qui fait 30 mètres de long à côté du pont, qui était utilisé pour l'irrigation des champs agricoles. Les cavités profondes qui étaient creusées à la main au bord de la rivière et près du pont. C'était souvent des cavités qui étaient faites pour servir de refuge aux voyageurs. Vous avez l'ancien cimetière qui a une morgue dans la boue et l'adobe, des salles en dôme et des salles particulières qu'on appelait pardonnaires aux ardos, qui servaient de lieu de sépulture temporaire pour les défunts qui devaient être ensuite transférés dans un autre lieu. Vous avez aussi les ruines Kabar qui sont 4 bâtiments en forme carrée dont le plafond a été détruit avec le temps, mais qui témoignent encore du style architectural qui était
utilisé à l'époque sassanide, donc où a été construit en majorité le village. C'est sûr, ça ne peut pas intéresser tout le monde d'aller visiter comme ça des villes fantômes. Par contre, je pense que cette ville peut très bien intéresser un photographe, puisque il y a beaucoup de rues, de tunnels, de passages, de pièces, des choses qui sont encore très bien gardées, même si d'autres sont en ruine. Donc beaucoup de belles photos à faire si vous allez par là. Surtout, ne passez pas à côté de la mosquée, du minaret tremblant, du caravansérail, du château. C'est des photos qu'il faut absolument faire, surtout si vous êtes photographe professionnel. Vous aurez des clichés absolument magnifiques. Malheureusement, sachez que les derniers vestiges de cette ville historique sont désormais menacés en raison de l'existence de gisements de fer, d'uranium, de barytine, de zinc et de granit qui se trouvent dans les environs. Il y a une mine à Sagan qui se situe à peu près à 60 km à l'ouest du village, qui extrait d'ailleurs certains de ces minéraux précieux. Et ils pensent que cela n'est qu'une question de temps au final, avant que on se rende compte que c'est plus intéressant d'avancer et de rechercher s'il n'y a pas des mines que de préserver cette ville fantôme, ce village en ruine. C'est bien dommage puisque ce village fait quand même partie de l'histoire et il reste quand même une partie à visiter et des monuments assez intéressants. Donc ça va le raser de la carte parce qu'il faut utiliser pour chercher pour des mines de tel ou tel produit. Vous me direz, tout est rapport à l'argent et ça c'est ce qui m'énerve le plus, mais bon. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, donc ça m'embête que certains, que ce soit dans tout pays, hein, là je parle, hein, que certaines villes ou même maisons historiques soient détruites pour une histoire d'argent. Pour moi il y en a certains qui devraient être directement un peu comme une sorte de... Vous savez, un peu comme on classe les monuments historiques si vous voulez. Et pour moi, il y en a certains qui devraient être quasiment d'office considérés comme des monuments historiques et qu'on ne doit pas y toucher parce que ce sont des témoins d'un temps où des gens ont vécu. Faut pas faire croire aux autres que tout était déjà comme ça. Non, il y a eu une évolution et moi je trouve super intéressant de voir cette évolution en visitant justement des vieilles bâtisses, etc. Mais bon, après ce n'est que mon avis et si je continue je vais encore partir trop loin donc je vais m'arrêter là. En tout cas, sachez que si ça vous a donné envie d'y aller, même si je sais que je ne suis pas une très bonne, on va dire, vendeuse à ce niveau-là pour vous dire d'y aller, mais si jamais les photos qu'il y a dans la vidéo vous donnent un petit peu envie d'aller en Iran visiter le site de Karanak, généralement, la visite, vous passez par 3 villes. Vous ne faites pas que Karanak, je crois, mais je ne sais plus, j'ai oublié 2 autres villes que vous pouvez visiter en même temps. Mais surtout, si vous allez à Karanak, encore une fois, faites attention où vous marchez. Car encore une fois, je vais me répéter, mais oui, c'est une ville en ruine, mais c'est aussi une ville qui s'effondre à certains endroits. Donc, il y a des endroits qui sont moins stables que d'autres. Donc, faites attention où vous mettez les pieds. Parce que ce soit les marches ou les toits, s'ils n'ont pas été entretenus, comme par exemple au caravansérail qui maintenant sert encore, donc lui est entretenu, il n'y a pas trop de soucis. Mais tous les bâtiments qui sont autour en ruine, eh bien dites-vous que ça peut céder à tout moment quand vous marchez dessus. Donc c'est très important de faire attention. Vous me direz, c'est très important, quasiment dans toutes les villes en ruine, de vérifier où vous mettez vos pieds pour pas vous retrouver avec une jambe cassée ou une cheville tordue ou je ne sais quoi d'autre, peut-être de pire. Et oui, moi je tiens à vous, hein, mes petits bibliothécaires, alors faites attention à vous. En tout cas, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur cette ville fantôme, donc en ruine de Karanak. J'ai cherché à vous parler d'une ville qui n'était pas forcément, on va dire, dans les pays que l'on connaît le plus. C'est pour ça que j'ai été chercher voir s'il en existait une en Iran. Parce que j'ai trouvé intéressant tout simplement, à travers ces villes fantômes, quelque part, de vous faire voyager aussi en même temps. Même s'il n'y a pas forcément de concept paranormal comme il y a eu la dernière fois avec l'histoire à Cracow, des voix qui pouvaient être entendues, etc. Là, on a juste l'histoire de ce minaret tremblant qui, quand vous montez dedans, peut se mettre à bouger. Mais ça s'arrête là. Mais ça n'empêche que c'est un très beau village. Enfin, moi, d'après les photos que j'ai vues, ça reste quelque chose de très beau à visiter si vous n'êtes pas comme moi et que vous ne souffrez pas de la chaleur.
vous seriez, à mon avis, très heureux de faire cette visite. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié ce petit voyage découverte à Karanak, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Si vous connaissez une ville fantôme dans un pays un peu moins connu, nous allons dire, moi je sais pas moi, au Nicaragua, au Guatemala, aux Canaries, à Tahiti, au Groenland, enfin voilà, des endroits où on pense pas forcément au premier coup, comme l'Europe. On va tout de suite penser dans nos têtes, si vous voulez, Europe, Asie, Russie ou États-Unis, mais pas forcément les autres pays, donc c'est intéressant, c'est intéressant. N'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Et pour me montrer encore plus que vous avez aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez me mettre un petit pouce. Vous savez que ça me fait très plaisir déjà dans un premier temps, puisque ça montre que vous aimez mes recherches et le travail qu'il y a derrière tout ça. Mais ça aide aussi au référencement, faut pas non plus se leurrer. Ça marche comme ça avec YouTube. Malheureusement, hein, on peut rien y faire. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez apprécié celle-ci, eh bien, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à appuyer sur le bouton s'abonner. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Je publie, je vous le rappelle, 3 vidéos par semaine. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager la vidéo partout où vous le voulez, quand cela est possible bien sûr, avec le lien de la vidéo qui amènera donc les gens directement à la chaîne. Ou bien en parler avec des amis et peut-être leur faire aussi découvrir ma chaîne par ce biais-là. Moi, vous savez que on arrive à la petite phrase rituelle qui vous dit que, en tant que gardienne de la bibliothèque, il est temps de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo les amis.